Bonjour tout le monde, vous êtes bien connectés, mais merci. Bienvenue à notre deuxième webinaire, les avantages pour la sécurité dans la migration vers le cloud. Il y a encore quelques-uns qui sont en train de se connecter à ce moment, on l'attend, avant de pouvoir commencer avec les règles du jeu. Sur la droite, vous pouvez voir la partie chat à laquelle, si vous voulez, vous pouvez vous présenter ou saluer tout le monde ou poser des questions au fur et à mesure qu'on avance sur la, présentation, qui durera un tout une demi-heure. Voilà. Pour laisser le temps aussi de poser des questions. Voilà, on attend encore une petite minute et après, on va démarrer cette séance. J'espère que la présentation est bien visible. La dernière fois, il y a eu un problème parce que mon image était surposée à la présentation parfois et ça empêchait de lire. Là, ça devrait aller. Très bien. Alors, on va commencer. Premier point, je me présente. Pour qui ne me connaît pas, je suis le CEO d'Openfield et je ne suis pas un informaticien, je suis un économiste, je suis un qualiticien et je suis un spécialiste entre autres de sécurité et de gestion des risques. Dans ces nombreuses années de carrière, j'ai travaillé sur plusieurs groupes, moyens, grand taille, mais surtout PME, justement pour accompagner les entreprises vers une transformation digitale, mais en toute sécurité. Je suis toujours pour la gestion des risques. Un peu les règles de fonctionnement. Au fur et à mesure de l'avancement de la présentation, sur la droite, vous pourrez chatter, c'est-à-dire poser des questions, demander et s'arrêter. Mais à la fin, il y aura une session de Q&A que vous pourrez utiliser pour poser des questions à la fin, si parfois le contenu n'est pas clair ou si je descends un peu trop dans le technique. Voilà. Un peu le sommaire de cette présentation, de ce webinaire. Un petit rappel sur les différents types de cloud qu'on a vu la dernière fois. On va voir qu'est-ce que la sécurité, quelle est notre définition de sécurité. On va parler des pratiques de la sécurité, surtout dans le monde de l'informatique, bien évidemment, l'analyse et la gestion des risques, et on va voir un petit peu les diverses composantes de la sécurité dans une infrastructure classique et de la sécurité, par contre, dans le cloud, et là où il y a une différence entre les deux. Et finalement, à ne pas oublier, si on migre dans le cloud, c'est très important de gérer le projet de migration en toute sécurité, en tenant compte des risques. Et on va voir nos conclusions. Ça va être relativement rapide, mais je vais m'arrêter sur certains points comme celui de la gestion des risques. Alors, on a vu la dernière fois la différence entre les diverses solutions des clouds. Nous avons le cloud public, un cloud public qui est hébergé et qui partage un certain nombre de ressources entre divers clients, dans lesquels on ne peut pas trop contrôler les performances. Il y a un contrôle un peu sommaire de la qualité des services, mais il est relativement pas cher parce que ça se base sur la contribution de ressources. On a un cloud privé. Là, c'est pratiquement une infrastructure dans le cloud, mais qui est à utilisation exclusive d'un client. Et on a une solution un peu hybride dans laquelle nous avons l'infrastructure installée chez nous, mais une partie, elle est à l'extérieur dans un cloud. Voilà, ça c'est les différentes typologies de cloud qu'on a vu la dernière fois, et c'est un petit rappel des différentes solutions. On se connecte en général directement sur le cloud, c'est-à-dire sans besoin d'un VPN, d'une liaison directe, où on peut se connecter via un VPN pour sécuriser ultérieurement notre connexion. Ici, nous avons une représentation un peu plus visuelle des différents, ce qu'on appelle en anglais les layers, les différents niveaux d'un système informatique qui partent du réseau de base jusqu'à l'application et de l'utilisateur, ce qu'il voit l'utilisateur.
Et tous ces niveaux-là sont de différents niveaux que dans une solution on-premise, c'est-à-dire installée chez nous dans notre système, nous, voilà, on doit gérer. On en a les responsabilités. Donc, quand on a une infrastructure, même une petite infrastructure pour une PME, comme pour une moyenne, grande entreprise, ça peut être une infrastructure un peu plus complexe, tous ces éléments sont bien présents, sauf qu'ils sont, on va dire, peut-être plus sommaires, les investissements sont moins importants sur l'un ou l'autre. Les capacités sont plus focalisées sur l'un ou l'autre point. Dans une infrastructure IaaS, donc on est déjà partiellement dans le cloud, toute une partie de l'infrastructure, c'est un prestataire externe qui la fournit, et nous, on se connecte, on est responsable à partir du système d'exploitation et au-delà. Donc, le système d'exploitation, ça peut être en Windows, ça peut être en Linux, et tous les autres logiciels qui vont s'installer au-dessus de ça, jusqu'à l'application, on en est responsable. Si on arrive à l'extrême, en SaaS, nous, on ne voit rien, on ne contrôle rien. On a un accès, c'est l'application classique en SaaS, c'est une application dans laquelle on paye un abonnement mensuel, on se connecte, on a notre username et password, on se connecte, on l'utilise. Donc, on est responsable de rien. Les données sont c'est la seule partie que nous, on gère parce que c'est à nous de mettre et enlever et utiliser les données. Donc là, on a zéro responsabilité sur le système. Cela nous porte à parler de la sécurité. Alors, qu'est-ce que la sécurité? La sécurité, comme beaucoup de vous savent, elle se base sur trois éléments fondamentaux. À un niveau fondamental, la confidentialité, c'est-à-dire savoir que les données ne sont vues et partagées que par les personnes qui ont le droit d'en avoir accès. Donc, j'ai le contrôle total de ce qui est vu, par qui, et même du comment j'y accède. Donc, ça veut dire que, de forme un peu plus classique, quand l'infrastructure est chez moi, je suis censé avoir le contrôle. J'ai une question, je vais y revenir. Donc, je vais y revenir tout de suite pour éviter des malentendus. IaaS, ça veut dire, c'est en anglais, Infrastructure as a Service. C'est l'infrastructure qui est vendue comme service. Donc, les serveurs, le stockage, le réseau, en fait, toute la partie physique, si j'ose dire, elle est vendue comme un service. Et donc, sur ça, nous allons installer tout ce que nous utilisons pour l'exploiter. Par exemple, c'est plutôt qu'acheter des serveurs chez nous, on achète des serveurs qui sont déjà préparés à l'intérieur d'un data center et on installe le système d'exploitation, les logiciels, ainsi de suite. PaaS, c'est un niveau un peu plus élevé. C'est la plateforme as a service. Donc, la plateforme, ça veut dire qu'on a déjà le système d'exploitation installé, on a déjà tout qui est prêt, on doit juste installer l'applicatif. Et donc, c'est comme dire, je veux installer, j'ai mon logiciel de CRM, Customer Relationship, je n'ai pas de serveur, je veux l'installer quelque part. Eh bien, je loue un serveur avec Windows, je vais installer seulement l'applicatif que j'ai préalablement acquis quelque part. Et en SaaS, c'est Software as a Service, c'est-à-dire que là, je n'ai même pas le logiciel, j'achète tout. Je ne m'occupe pas de ce qu'il y a derrière. Donc, si je sélectionne un SaaS, une solution en SaaS, ça veut dire que le CRM, je le sélectionne directement sur Internet, j'accède directement sur Internet, je n'ai jamais une copie physique et je ne serai jamais propriétaire de ce logiciel. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je reviens sur les points de la sécurité. Donc, nous parlions de la confidentialité. D'un côté, les données ne sont vues et partagées que pour les personnes qu'ils peuvent avoir accès. L'intégrité, ça veut dire que personne ne peut modifier l'information. L'information est transmise de façon intègre. Elle ne peut pas être changée ou modifiée. Imaginez des données comptables, mais comme imaginez une communication d'une importance un peu
peu plus élevé. C'est-à-dire, par exemple, les opérations SWIFT faites par une banque. Quand ils transmettent une information, on ne peut pas modifier. On ne peut plus modifier la taille, on ne peut pas modifier les quantités des achats. On ne peut pas dire qu'au lieu de 1 million d'euros, on transfère 10 millions d'euros. Donc, la capacité à ne pas pouvoir modifier cette donnée est extrêmement importante dans certaines situations. Ça peut être aussi le cas de l'impression d'une facture, comme un contrat, comme tout autre document qui ne doit pas être modifié, ou s'il est modifié, il est modifié seulement sous certaines conditions par des personnes qui ont cette autorisation. La disponibilité, c'est justement le fait que les données sont disponibles quand j'en ai besoin sur la plateforme dont j'ai besoin. Ça va de soi. Un commercial qui a besoin de porter avec soi, de pouvoir faire signer un contrat à quelqu'un, il a besoin que le contrat soit disponible. Donc, s'il a une tablette pour permettre de signer un bon de commande, plutôt qu'un contrat physique, hein, c'est la même chose, mais on parle de disponibilité des données au bon moment. Maintenant, la disponibilité, comme l'intégrité et la confidentialité, c'est des éléments qui changent en fonction de la typologie de l'entreprise et de la criticité de la donnée. Pour un pompier, avoir les plans du bâtiment dans lequel on est résident, il doit avoir cette disponibilité d'information à 3 heures du matin. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas l'avoir. C'est un cas un peu extrême, mais c'est important que certaines activités soient toujours disponibles. Les hôpitaux, les pompiers, et ainsi de suite. D'autres, ils ont la possibilité de dire j'ai une disponibilité, mais la disponibilité peut être limitée, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de fonctionner 24 heures sur 24. Donc, c'est important que la combinaison de ces trois facteurs-là soit bien connue. Pourquoi? Parce que quand on fait une analyse de risque, chaque risque impacte les trois éléments de confidentialité, intégrité et disponibilité. Et donc, c'est important de connaître quelle est ma fin de risque. J'avance sur ce point-là en parlant de pratiques de sécurité. Alors, pourquoi c'est important de connaître les pratiques de sécurité? La sécurité n'est pas simplement une liste d'éléments comme on a vu, mais au fil du temps, elle s'est structurée. Donc, quand on parle de sécurité, on parle de sécurité normative. Hein, ça peut être la norme ISO, par exemple, avec toutes les diverses modifications de cette norme. On a la 27701, par exemple, qui s'occupe justement de protection de la donnée privée. On a la 27005 qui s'occupe de l'analyse de risque, comme d'autres normes qui font partie de la série ISO. On a le NIS, c'est une norme européenne de protection des infrastructures critiques, et on a le NIST, qui est la norme américaine pour la sécurité, comparable à la norme ISO internationale. On a des bonnes pratiques, comme ITIL, c'est une structure de bonnes pratiques pour la gestion, la maintenance des systèmes informatiques, et COBIT, produite par ISAC, qui est plus pour la gouvernance de l'information. Et on a des aspects financiers, parce que une bonne définition est de donner tous les moyens nécessaires pour la poursuite de la sécurité, de la minimisation de l'impact pour l'utilisateur. Ça veut dire que si moi je suis une PME et je dois créer une infrastructure, je suis une entreprise et je dois créer une infrastructure, si je commence à limiter le côté financier, l'aspect financier, je ne me donne pas les moyens de répondre aux besoins. Que le besoin soit en sécurité, que les besoins soient en qualité ou autre, je ne me donnerai pas les moyens. Le budget primera sur tout le reste. Donc, ça veut dire qu'en cascade, l'ensemble des choix que je vais faire vont être impactés par ce manque de moyens. D'un autre côté, si je donne trop de moyens, je risque un gâchis de moyens parce que je ne saurais pas d'où commencer à faire l'investissement. C'est pour ça que les normes nous structurent et nous permettent d'effectuer un choix plus équilibré et en ligne avec l'ensemble des éléments, risque et prix et coût. Donc la clé pour moi est clairement l'analyse du risque.
analyse du risque qui se fait à plusieurs niveaux. D'abord, il faut définir la méthodologie d'évaluation des risques. Et donc, il faut identifier une méthodologie, déterminer les critères d'acceptation du risque, comme identifier les niveaux de risque acceptables. À partir de ça, je fais mon évaluation du risque. Je fais tout un calcul de risque. Et attention, un point important, il faut s'assurer que l'évaluation des risques produit des résultats comparables et reproductibles. Et ça, c'est très complexe à faire. Sans analyse de risque, on peut pas avoir de résultats comparables. Après, il faut évaluer les options qu'on a. Est-ce qu'on peut traiter le risque? À quel coût? Pourquoi? Et quels sont les avantages qu'on peut en obtenir? Est-ce qu'on accepte le risque? Parce que le ratio entre risque et coût du risque est trop élevé. On a le grand classique, si je dois investir 1 million d'euros pour résoudre un problème de 950 000 euros qui me cause une perte de 950 000 euros, autant accepter le risque. On peut transférer le risque via des assurances ou infogérance ou simplement en prenant l'élément à risque et l'externalisant, ou on peut l'éviter, c'est-à-dire je peux carrément décider que je ne veux plus avoir la gestion de cet élément-là, et donc j'arrête une activité, un ensemble d'activités. Pour la fin, quand j'ai fait mon calcul de risque, je fais une approbation, j'envoie ça au conseil d'administration de mon entreprise ou le patron de l'entreprise et il signe en disant que je suis bien conscient des risques. Et c'est sur la base de ces risques-là qu'on va définir tous les choix qu'on va effectuer dans notre infrastructure. Il reste toujours un risque résiduel qu'on va réévaluer peut-être dans un moment suivant. Et le reste, c'est le risque qui va être traité par des mesures de sécurité. Jusque-là, j'espère que ça va. On a plus que la moitié de notre présentation. Pour vous faire un exemple des pratiques de la sécurité, ceci, c'est la liste des mesures, des différents chapitres des mesures de la norme ISO 27001. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes le patron d'une entreprise de PME et vous dites à votre responsable informatique, j'aimerais qu'on reconstruise notre système d'information en se basant sur une série de bonnes pratiques ou en se basant sur un certain nombre de points de sécurité. D'accord? Donc, typiquement, l'informaticien, il prend en compte ses compétences et il commence à étudier une infrastructure en s'informant à droite à gauche. Avec une analyse de risque, il pourrait couvrir l'ensemble des problématiques et avoir quelque chose d'un peu plus, comment dire, de plus objectif, quelque part. Et en plus, il peut se référer à toute une série de pratiques de la sécurité qu'il peut trouver dans la ISO 27001. Là, vous voyez que ça couvre de la documentation, ça couvre de l'infrastructure, de la cryptographie, la gestion des opérations, la conformité avec les normes. Vous voyez, la relation avec les fournisseurs, parce que même les fournisseurs, choisir bien un fournisseur, c'est un point important. Au total, il y a 114 mesures en considération à différents niveaux selon comment ils impactent l'infrastructure d'une entreprise. Donc, c'est très important que on garde ça en tête avant de se lancer dans une restructuration d'un système informatique d'une entreprise. Et c'est pour ça que quand on a tout ça en tête, on se dit comment une entreprise PME peut investir en tout ça ou peut tenir compte de tout ça, alors qu'aujourd'hui, en général, elle met un prix et elle veut avoir tout ça sans considération préalable, sans analyse préalable. Le plan le plus critique, évidemment, si je prends une infrastructure classique, une PME, donc on parle de on-premise, alors le design, il est parfois chaotique parce qu'il est basé sur une expertise parfois sommaire de l'informaticien. Ce n'est pas à blâmer l'informaticien, simplement l'informaticien, il a ses compétences et ses connaissances qui lui reviennent de ses études. Il y a plusieurs typologies de spécialisation.
réseau, hardware, logiciel, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas couvrir tout avec un seul informaticien, voire deux. Donc, le design, il n'est pas fait par un architecte de système, il est fait de façon sommaire, en étudiant sur Internet ou en parlant avec des fournisseurs, lesquels, évidemment, ils vont vendre ce qu'ils peuvent vendre. Donc, parfois, le design est un peu chaotique et aussi parfois stratifié, parce qu'on a des systèmes qu'on laisse en place parce qu'ils sont encore bons, on en achète d'autres qui sont meilleurs, on les interface, parfois ça ne marche pas bien. Donc, c'est un peu. Voilà. C'est pas fondé sur une analyse de risque, on n'a pas le temps, on n'a pas les compétences de le faire, et c'est pas implémenté par des experts par domaine. Il n'y a pas un expert sécurité qui valide l'entièreté de l'infrastructure à la fin de l'implémentation et qui fait un plan à l'avant. Il n'y a pas un expert hardware qui installe l'ensemble des systèmes. Le système d'exploitation est fait parfois de façon sommaire, ça aussi. Les bases de données et ainsi de suite. Donc, parfois, on se trompe parce qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences. Rien que dans le domaine hardware, il doit y avoir 4 ou 5 compétences différentes. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas tout couvrir avec une seule personne. Le design ne tient pas compte des normes parfois, hein, c'est les bonnes pratiques. Je nomme le RGPD parce que c'est le plus classique. On ne met pas un système d'analyse des logs en place pour valider, vérifier qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, un système de filtrage, un système de reconnaissance de l'identité de l'utilisateur. On n'a pas tout ça en place, on n'en tient pas compte, on verra après. Voilà. Et souvent, l'aspect financier prime sans aucune considération de limite. Voilà. Point de vue de la maintenance, il n'est pas basé sur des processus bien définis, comme l'analyse de la capacité à venir, le besoin à venir de la capacité, la sécurité, les différentes versions de logiciels. On ne fait pas des mises à jour périodiques de l'hardware parce qu'elle est considérée pas important, même s'il y a des failles de sécurité, on les couvre, mais alors il faudrait couper les systèmes. Ça devient un peu complexe à gérer, on a d'autres choses à faire en général. La gestion des incidents, elle est sommaire, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de registre, il n'y a rien, et ainsi de suite. Il n'y a pas d'expertise dans chaque domaine, comme je disais, hardware, système, base de données, ainsi de suite. Et il n'y a pas de réévaluation de la sécurité et des risques périodiques. Il n'y a pas un système qui permet de dire que voilà, tous les 3 mois à 6 mois, on valide, on vérifie qu'on est dans le bon, qu'on a une bonne documentation, que ça fonctionne. Globalement, c'est difficile d'implémenter des processus de sécurité complexes sans une analyse des risques et des disponibilités budgétaires. Globalement, les PME, les moyennes entreprises ont ça comme limite. Tout doit être fait dans un respect de, on va dire, de valeurs de base qui sont fixées typiquement par un informaticien ou voilà, ne sont pas normalisées. Est-ce que je continue? Hein, je pense que tout le monde. Je n'ai pas de retour. Hein. Alors, le cloud, c'est une situation complètement différente. Le modèle de business se base sur la répartition des coûts, de coûts parfois importants. Alors, on a le classique, le bâtiment. On a donc l'infrastructure physique, l'immeuble, climatisation, raccordement, câblage, groupe de continuité électrique, double ligne aérienne électrique d'arrivage, etc., etc. Donc ça c'est les coûts d'infrastructure physique qui sont parfois extrêmement élevés et donc ils sont mutualisés. On a après l'infrastructure serveur, donc les serveurs, le storage. Le storage, c'est le système de disques dans lesquels j'installe les données et les systèmes de sauvegarde. Après, j'ai une infrastructure réseau, donc les commutateurs, donc les switches, les lignes de fibres, divers opérateurs qui arrivent chez moi. J'ai les solutions de sécurité, les logiciels, du matériel dédié contre les attaques, voilà. Et après, j'ai un personnel spécialisé. J'ai des architectes de systèmes, j'ai des ingénieurs par domaine d'activité, serveur, storage, network, ainsi de suite. J'ai un middle management qui coordonne tout ça. J'ai des shifts sur 24 heures sur 24 que je dois payer. J'ai toute une organisation de processus. J'ai une documentation disponible tout le temps sur mon système. J'ai un tracking, voilà.
et je maintiens des certifications. Un bon opérateur cloud, il est certifié minimum ISO 27001. Il a une certification 22301 pour Business Continuity Management. Il a des contrôles NIS parce que souvent des data centers sont sujets à la NIS. Ils ont des contrôles NIST 800, etc. et d'autres. Même écologie, hein, parfois, ils ont des contrôles par rapport à la consommation électrique. Donc, ils ont tous des points de contrôle en place. Et ils ont tout un stock de pièces de remplacement où ils ont des contrats avec les constructeurs des serveurs pour avoir des pièces de remplacement disponibles dans les 2, 4, 8 heures en cas de besoin. Donc, ils ont des contrats en place. Ces contrats coûtent des centaines de milliers d'euros. Donc, ils ont tout ça en place. Ce qui veut dire que quand je dois faire les comptes, je me dis, voilà, comment il fonctionne quand je mets en place, un système cloud, comment ça fonctionne. Bon, à niveau de design, il est basé sur une analyse de risque. Pourquoi? Parce que les normes, ils m'y obligent, au minimum, et les clients m'y obligent. Et le business model se base sur ça. Et un calcul des capacités. Donc, je dois avoir une estimation des capacités dont mes clients nécessitent, voire plus, parce que le client, à tout moment, peut me demander quelque chose de plus et je dois être disponible à lui fournir immédiatement. C'est effectué par des architectes de système de plusieurs domaines d'expertise. Donc, eux, ils cadrent complètement la demande et gèrent le projet à un niveau extrêmement élevé. Ce n'est pas des ingénieurs et des techniciens qui définissent quels sont les niveaux. C'est les ingénieurs et les techniciens, après, ils implémentent. Et il y a une optimisation des coûts basée sur la qualité du service et les niveaux de sécurité offerts. Bien sûr, ils doivent économiser, mais ils le font de manière intelligente, sans enlever toute la partie sécurité, contrôle, gestion, et ainsi de suite. À niveau de la maintenance, ça utilise les meilleures pratiques et les processus documentés. Il y a une documentation complète toujours disponible. Une analyse et une révélation périodique est obligatoire par les normes qui sont en place. Et donc, pratiquement, n'importe quelle PME, même d'une taille moyenne, voire les grandes entreprises, ne peuvent pas se permettre ce niveau-là. On a d'un côté une armée de spécialistes, ingénieurs et architectes et de procédures, de processus faits pour le maintien d'une infrastructure qui n'a que ça à faire, c'est-à-dire elle est dédiée au bien-être des données des clients. D'un autre côté, on a 1, 2, 3 informaticiens, plus les développeurs, je ne compte pas, voilà, qui sont dédiés à maintenir l'infrastructure et qui font plus de pompiers qu'autre chose. Donc, à ce point-là, je peux faire une comparaison en disant qu'un niveau de sécurité du cloud est largement supérieur à n'importe quelle ressource qu'une PME peut mettre en place aujourd'hui. Donc, ce qu'on achète, quand on paye un opérateur cloud, on paye 50, 100 euros par utilisateur, il y a une raison. Il y a derrière des systèmes d'un certain niveau de qualité et de complexité. Un point sur le projet de migration, à ne pas oublier que quand on migre vers le cloud, il faut bien lister tous les assets informationnels, les documents électroniques, le logiciel, la base de données, etc. Il faut toujours estimer la volumétrie, recenser, analyser les processus de travail, mais surtout définir les identités des utilisateurs et la grille des accès et responsabilités. Parce que chez nous, comme dans le cloud, la problématique va être la même. C'est-à-dire, dans le cloud, qui va avoir accès à quoi et à quel moment. Et il faut l'avoir comme certitude, parce qu'on ne peut plus blâmer quelqu'un d'interne d'avoir donné l'accès à quelque chose. C'est à nous de leur donner les instruments, parce que derrière le cloud, il n'y a que des exécutants qui ne connaissent rien de l'entreprise. J'ai une question. Si le niveau de sécurité est supérieur, pourquoi le CSSF demande un suivi particulier et oblige à notifier son utilisateur à son institution financière? Alors, il y a une question en particulier. Ça c'est une très bonne question qu'on va revoir un peu dans le dernier de nos slides. Donc,
pour continuer, préparer les nouveaux processus de travail, donc le workflow, parce que c'est clair que la façon de travailler dans le cloud n'est pas la même que dans un système résident, et avoir une gestion de projet impeccable et phasée. On ne va pas prendre le bunch d'informations, la migrer dans le cloud d'un coup. On va avoir des phases dans lesquelles certains services vont aller vers le cloud et d'autres non. Pour avancer et pour répondre à la demande, dans ma conclusion, je dirais migrer dans le cloud apporte un niveau de sécurité extrêmement élevé. Cela permet de minimiser les responsabilités d'un côté, moins de complexité à gérer, moins d'investissement en termes d'expertise et moins de processus liés à la maintenance. Mais alors, et là, il y a la réponse, le personnel informatique interne, il doit être focalisé sur la gestion des logiciels, quand il y a une gestion de logiciels interne, la gestion des contrats et les mesures de performance. Alors, notamment, la CSSF demande un suivi particulier. Pourquoi? Parce que c'est pas un suivi particulier. Ce qu'ils disent est qu'on ne peut pas mettre tout dans le cloud et ne plus s'en occuper et ou l'oublier complètement. Il doit y avoir une interface de communication en continu avec l'opérateur cloud et obliger l'opérateur cloud à répondre, à être audité par le client. Donc, le client, il est toujours responsable de ces données, même s'ils vont dans le cloud. Et l'opérateur cloud doit quelque part admettre qu'il n'est pas hors responsabilité par ce qui se passe. Donc, il doit pouvoir, par ses certifications, par ses analyses et par ses rapports périodiques, pouvoir répondre aux préoccupations du client et de la CSSF. Donc, il n'y a pas de contre-indication. La CSSF, la seule chose qu'elle dit, vous ne pouvez pas aller dans le cloud et complètement oublier que vous êtes toujours responsable de ces informations-là. Donc, c'est à vous d'analyser votre fournisseur, c'est à vous de tracer le périmètre exact de ce que vous voulez faire avec cet opérateur-là, faire comprendre à l'opérateur qui est partenaire. Quelque part, vous avez pris le département informatique de chez vous, vous l'avez déplacé chez un partenaire. Et donc, vous devez continuer à avoir cette relation parce que on ne peut pas disperser les informations dans la nature. Quelque part, c'est ça que vous êtes toujours, vous devez être en contrôle de par moyen documentaire, de par moyen de communication et par des audits continus à votre fournisseur. J'espère d'avoir répondu à la question. Voilà, merci. Ça, c'est ma conclusion. Je voudrais juste vous montrer les prochains webinaires par la suite. Donc, on aura, c'est plutôt une erreur parce que là, c'est plutôt en juillet. Il y aura encore deux webinaires. Un qui s'occupera de la gestion, donc la maintenance, comment ça se passe la maintenance quand on est dans une PME et quand on est dans le cloud et sur l'innovation dans les processus. Comment on modifie les processus d'une entreprise quand on va se déplacer du cloud vers du système interne vers le cloud. Les dates sont fausses, elles sont bonnes sur notre site internet. Désolé pour ce petit inconvénient. Voilà. Je suis disponible aux questions. S'il y a d'autres questions, vous pouvez utiliser le cadre en bas pour poser vos questions. Bon, je crois que j'étais assez clair, ça c'est très bien. Ah, je vois une question. Est-ce qu'un webinaire sur les aspects légaux est prévu? Les aspects légaux ne sont pas couverts pour l'instant. On pourrait envisager de les couvrir. On a prévu un webinaire spécifique plutôt à la rentrée, à partir de septembre.
Voilà, merci. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tout le monde pour avoir participé. Nous restons tous disponibles au cas où quelqu'un veuille poser d'autres questions ou revenir vers nous pour analyser ses besoins en interne. N'hésitez pas à nous contacter pour ça. Merci beaucoup et à la prochaine édition. Au revoir.